Bonjour à toutes et à tous. Je suis Abdel Safrodja, je suis gynécologue obstétricien. Je suis aussi secrétaire général du Conseil national de l'Ordre des médecins. Alors, je tiens tout d'abord à remercier Focus et Fusion et Ores Médical de m'avoir invité et de m'avoir donné l'opportunité d'aborder un sujet qui me tient à cœur en tant que praticien du suivi des grossesses et de l'accouchement. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais jusque dans les années 80, le suivi de la grossesse était assez rudimentaire. Nous ne disposions quasiment pas d'échographie, même dans les CHU, et le suivi des grossesses, en dehors de la palpation, on utilisait un mètre ruban pour faire la hauteur utérine, un stéthoscope obstétrical pour écouter les bruits du cœur fœtal. Il y avait des examens complémentaires, certes, mais qui étaient assez aussi rudimentaires, quelques analyses de sang, des analyses urinaires, surtout de la biochimie. On disposait déjà dans certains services de l'amniosynthèse qui permettait non pas de faire le cariotype, mais ça nous aidait à rechercher des infections ou à détecter le degré de gravité, par exemple, de l'isonisation rhésus ou de la maturité fœtale avant un accouchement, une extraction un petit peu précoce. Il y avait aussi des radios, c'était essentiellement les radiographies du contenu utérin qui permettaient de voir surtout la présentation et sans plus. Voilà, toujours donc avant l'écho, l'issue de grossesse pouvait être catastrophique. Parce qu'on ne pouvait pas faire le diagnostic de placenta previa, encore moins de placenta accreta. Et en général, c'était l'hémorragie qui survenait avant, en cours ou après l'accouchement, qui nous permettait de faire ce diagnostic de placenta mal placé, avec une morbidité, une mortalité fœtale et maternelle catastrophique. Toujours, avant l'écho, les malformations étaient rarement suspectées. In utero, on ne pouvait pas le savoir. Donc la découverte se faisait après la naissance ou lors d'une dystocie obstétricale. Et là, on se retrouvait à avoir ce genre d'image. Et là, avec une issue obstétricale souvent traumatisante, parce que c'était souvent des accouchements dystociques. On avait le choc psychologique des femmes qui attendaient un événement heureux et qui se retrouvent avec un enfant en mauvais état, et physiquement, parce que on utilisait souvent des instruments très délabrants qui occasionnaient de gros dégâts physiques, en particulier au niveau du périnée, chez la femme. Des instruments que je vous montre ici, ils datent de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, mais nous-mêmes à Alger, on a eu à les utiliser dans les années 80, en particulier par le perforateur de Blot. Voilà. Donc, on voit les intérêts de l'échographie obstétricale. Maintenant, tout le monde dispose de l'écho et toutes les femmes pratiquement en bénéficient. Ce qui est essentiel, c'est la réduction de la morbidité, de la mortalité maternelle, parce qu'on a réduit de manière drastique les hémorragies, vu qu'on fait le diagnostic de placenta previa et on devrait faire aussi le diagnostic de placenta accreta à l'échographie. Donc, on prend nos dispositions bien avant d'arriver à l'accouchement. Et par ailleurs, par rapport aux malformations, nous avons le diagnostic anténatal. Avec le développement rapide du matériel et de sa maîtrise, l'échographie donc a pris une place essentielle dans le diagnostic anténatal. En effet, l'échographie permet la détermination précise de la gestationnelle, elle contrôle le développement fœtal, elle recherche les anomalies, bien sûr, et en plus, elle nous facilite les prélèvements de liquide amniotique embryonnaire ou fœtaux qui sont nécessaires pour préciser les diagnostics biologiques. Donc l'échographie est devenue un instrument privilégié de l'étude de la morphologie fœtale et donc du diagnostic anténatal des malformations. Au début de l'échographie, quand il y avait peu d'échographes, donc très peu de sites, on réservait l'échographie essentiellement à
à des patientes qui avaient des antécédents d'anomalies et on recherchait donc si à cette grossesse, à cette nouvelle grossesse, on avait ces anomalies qui se répétaient. Et puis avec la démocratisation donc du matériel, on aboutit donc à faire le dépistage à toutes les patientes, donc à toutes les grossesses, et donc on aboutit donc à faire du diagnostic, on passe au dépistage. D'accord ? Et ce dépistage nous a permis le traitement anténatal. Parce qu'il faut savoir que découvrir des anomalies, ça permet de sauver des enfants. Et ça permet de sauver beaucoup d'enfants. En effet, on peut faire des traitements, quand on détecte des anomalies, on peut faire des traitements pendant la grossesse, on peut traiter et sauver des bébés pendant la grossesse. C'est, par exemple, je vous donne juste quelques exemples, les transfusions in utero dans les cadres des anémies liées aux immunisations Rhésus. Ça peut être le traitement in utero des syndromes transfuseurs-transfusés dans les grossesses gémellaires monocoriales biamniotiques, où on peut traiter donc le placenta ou couper les anastomoses entre les deux bébés au laser, le traitement des hydronéphroses qui permettent de sauver des reins, le traitement chirurgical, par exemple, la hernie diaphragmatique. Maintenant, il y a des cas où on ne peut pas traiter le bébé pendant la grossesse, mais le fait de trouver des anomalies en cours de grossesse permet de préparer la mère et le fœtus à une prise en charge en postnatal plus ou moins immédiat. C'est le cas le plus spectaculaire, c'est la transposition des gros vaisseaux. Donc c'est une anomalie cardiaque qui autrefois était toujours mortelle et on peut sauver les enfants tout le temps avec un tout petit geste en post-natal, pour peu qu'on ait fait le diagnostic avant. Pourtant, malgré ces progrès fabuleux, des images échographiques à l'origine de la découverte d'une anomalie fœtale peuvent placer les parents face à des découvertes imprévues et à des dilemmes qu'ils n'auraient pas souhaité avoir affrontés. La grossesse, c'est normalement, ça doit aboutir à un enfant, c'est toujours de la joie. Et pourtant, ça n'est pas toujours le cas. Et même chez les médecins, ça peut causer de véritables crises morales, parce qu'on ne sait pas toujours, on ne s'attend pas à trouver ces heures d'anomalies, et on ne sait pas toujours comment les prendre en charge. Et en effet, on peut trouver des malformations au-delà de toute ressource thérapeutique. Des malformations fœtales qui peuvent ne pas être viables. Donc, dans tous les cas, le bébé, on aura une issue, donc un décès soit en in utero ou après la naissance. Ou alors, il y a des malformations fœtales viables avec un lourd handicap. Et c'est trop souvent dans un contexte de colloque singulier médecin-parent. Cela veut dire que cela se réalise dans un véritable huis clos. Nous avons au bureau, au cabinet du médecin, le médecin qui découvre l'anomalie, il doit l'annoncer à la patiente, éventuellement aussi à son mari. Ça crée beaucoup de désarroi pour les patients, ou le couple, mais aussi pour le médecin. Et le médecin est complètement livré à lui-même et souvent, il ne sait pas quoi faire et il ne sait pas comment prendre en charge ce genre de problème. Voilà, juste quelques exemples. Nous avons ici des malformations qui sont incompatibles avec la vie, qu'on peut découvrir dès le premier trimestre de la grossesse. C'est le cas ici d'une anencéphalie. Et pourtant, on laisse évoluer la grossesse. Un enfant naît, plus ou moins à terme, il naît vivant, mais il n'est pas viable dans tous les cas. Il décède, c'est une anencéphalie. Mais quel est le choc pour la maman si elle voit ça? Et surtout, quand elle le voit. Ici, c'est pareil, c'est une holoprosencéphalie, c'est incompatible avec la vie. On la découvre au cours du premier trimestre, on laisse évoluer la grossesse, l'enfant naît plus ou moins à terme, vivant, non viable. Mais quel choc pour la famille. Là, c'est un cas un petit peu particulier, c'est une grossesse gémellaire.
une bique royale biamniotique, on a vu lambda comme je vous l'avais montré hier. Nous avons un fœtus qui est sain d'un côté, mais dans l'autre poche, nous avons un fœtus qui a 2 membres inférieurs, 2 membres supérieurs, un tronc et 2 têtes. Donc c'est donc fœtus conjoint. Ça n'est pas viable. Hein. Il y a des fœtus conjoints qui sont compatibles avec la vie, qu'on peut opérer et tout. Là, dans tous les cas, au premier trimestre, vous voyez, à 12 semaines, le diagnostic a été fait. La grossesse, il y avait une possibilité de faire une sélection, c'est-à-dire d'interrompre de manière sélective la grossesse anormale. Ça aurait peut-être permis au fœtus normal de continuer à évoluer. Là, on a laissé évoluer la grossesse. Une césarienne a été pratiquée à 32 semaines. On n'a pas pu sortir normalement le bébé qui a 2 têtes. C'est une primigeste. Ça a délabré l'utérus, donc ça a grévé l'avenir obstétrical de la femme. Le bébé anormal est décédé, mais hélas, à 32 semaines, c'était un prématuré. Le bébé normal, il est né et il est mort en couveuse 2 ou 3 jours après. Maintenant, il y a aussi, en dehors des malformations au-delà de toutes ressources thérapeutiques et qui ne sont pas viables, il y a les malformations fœtales qui sont viables avec un lourd handicap. Ça peut être de toutes sortes de malformations, cérébrales, aberrations chromosomiques, maladies héréditaires graves. Bon, là, c'est un exemple limite. Mais quelles sont les limites, justement, entre l'acceptable et l'inacceptable? Quels sont les risques de stigmatisation des personnes handicapées? Quel handicap accepter? Où se trouve la limite de ce qu'on peut accepter ou pas? Donc, il n'est pas question de faire de l'eugénisme. Il n'est pas question de trier les enfants et de choisir les meilleurs. Donc, vous voyez notre malaise et les problèmes éthiques que cela pose. L'éthique, c'est quoi? C'est l'ensemble des conceptions morales. C'est l'ensemble des règles de conduite des professionnels de santé vis-à-vis de leurs patients. L'éthique médicale, elle existe depuis Hippocrate. Elle fait partie de notre exercice quotidien. On en fait tout le temps, en permanence. Elle participe à la fois de la déontologie, bien sûr, de l'ensemble des règles internes à une profession, de la morale ou de la science. Donc, chez nous, nous avons le code déontologie médicale algérien. Normalement, chaque médecin a le petit livret et on est censé tous le connaître. Je citerai juste 2 articles. L'article 6, les médecins exercent leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Et nous avons l'article 33. Un médecin ne peut pratiquer l'interruption de grossesse que dans les conditions prévues par la loi. Et là, nous avons des petits problèmes. Donc, sur le plan éthique, concernant les malformations fœtalement viables, on pourrait être tenté de laisser évoluer les grossesses. Elles ne sont pas viables. Donc, autant les laisser jusqu'à la fin, elles accouchent, et puis après, le bébé décède. Mais seulement, il faut savoir qu'il y a quand même un intérêt médical à interrompre la grossesse, parce qu'il y a plus de risques de complications obstétricales dans ce genre de malformation, ne serait-ce que dans l'anencéphalie. L'anencéphalie s'accompagne très souvent d'hydramnios, et l'hydramnios par lui-même peut entraîner de complications maternelles, et il augmente entre autres le risque d'embolie amniotique qui peut être mortel pour la mère. C'est un risque réel, mais hypothétique. Ce n'est pas toutes les femmes qui le font, bien sûr. Et en plus, on n'a pas à interrompre une grossesse comme ça. Il faut veiller au respect, bien sûr, des principes de dignité, de liberté de la personne humaine. Alors, qu'est-ce qui se fait? Si on voyait un petit peu au niveau de l'international, en prenant l'Europe, en général, l'interruption de grossesse en cas de malformation peut se faire à quel que soit le terme de la grossesse. Un exemple d'un pays maghrébin, la Tunisie, en cas de malformation majeure, une interruption médicale de grossesse peut se faire quel que soit le terme de la grossesse. Un pays comme les États-Unis, ça varie d'un État à l'autre. Certains États sont beaucoup plus permissifs
que d'autres, mais il faut savoir qu'il y a une tendance réelle à être de moins en moins permissif. Certains États permettent l'interruption de grossesse jusqu'à 22 semaines de grossesse, mais maintenant, il existe des États où il est interdit de faire une interruption de grossesse, quelle que soit la malformation qu'on peut trouver. Voilà. En Algérie, nous avons la loi, et on doit respecter la loi et suivre ce que dit la loi. Sur le plan légal, nous sommes régis en tant que médecins par le code pénal, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Donc on a le code pénal comme tout le monde, et on a la loi sanitaire. D'accord ? Donc concernant le code pénal, donc, à ce jour, l'interruption médicale de grossesse est quasiment assimilée à une interruption criminelle, donc un avortement criminel. C'est-à-dire qu'un médecin qui fait une interruption de grossesse, il risque 1 an d'emprisonnement, 1 à 5 ans d'emprisonnement, et 100 000 à 500 000 dinars de pénalité. D'accord ? Seulement, l'article 308, l'avortement n'est pas puni lorsqu'il constitue une mesure indispensable pour sauver la vie de la mère en danger. Je dis bien sauver la vie de la mère, pas la santé, c'est la vie de la mère. Quand la vie de la mère est en danger, on peut interrompre sa grossesse. C'est le cas, par exemple, d'une hypertension maligne en cours de grossesse, c'est le cas de l'éclampsie, et là, en Algérie, quel que soit le terme de la grossesse, pour sauver la mère, on fait l'interruption, évidemment. Nous avons aussi la loi sanitaire. On a bénéficié d'une loi sanitaire, la dernière date du 2 juillet de 2018. Là, on parle, c'est une avancée par rapport aux anciennes lois, entre celles de 85 et celles qui ont été modifiées. Donc, le diagnostic prénatal peut être pratiqué sur indication médicale. Ça veut dire que déjà, on peut rechercher les malformations. Et ils disent que l'interruption thérapeutique de grossesse vise à préserver la santé de la mère lorsque sa vie ou son équilibre psychologique et mental est gravement menacé par la grossesse. Maintenant, tout est dans la mesure. Ça veut dire quoi, gravement menacé? Alors, on dit qu'il y a des textes réglementaires qui vont baliser tout ça. À ce jour, aucun texte réglementaire. Donc, à ce jour, on n'a pas le droit de faire d'interruption. Et donc, et si quelqu'un l'a fait, c'est à ses risques et périls avec l'épée de Damoclès du Code pénal. Maintenant, nous avons aussi la religion. Que dit la religion? On en a beaucoup discuté pendant plusieurs années. En fait, l'interruption médicale, je dis bien, est tolérée si la vie de la mère est en danger. C'est un petit peu comme la loi sanitaire. Ou en cas de malformation grave du fœtus. C'est plus en avant que la loi. Parce qu'on ne parle pas du fœtus dans la loi ni dans le code pénal. Mais en fait, les avis divergent. Pour certains théologiens, à partir du moment où il y a une conception, on n'a pas à toucher, on n'a pas à tenter, donc on n'a pas à faire d'interruption de grossesse. Pour d'autres, on peut faire l'interruption jusqu'à 120 jours, parce que l'âme entrerait donc en relation avec le corps à 120 jours. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a Cheikh Al-Hajj Bouamar, qui était président du Haut Conseil islamique, j'avais discuté avec lui. Alors lui, il se prononçait de manière très précise. Il disait, moi je ne sais pas, mais toi tu es médecin, Dieu t'a donné la connaissance, tu es Anta Hakim, donc tu le fais en ton âme et conscience. Tu fais comme te dit ta conscience. Et là, je fais que comme dit ma conscience, j'ai la loi derrière. Et donc, je dois appliquer la loi. Donc, je ne peux rien faire. D'accord ? Donc, on voit bien que l'échographie, bon, est-ce que ça vaut le coup de faire une échographie ou pas? Bien sûr que ça vaut le coup. Ça sauve énormément de personnes. Ça sauve des femmes. Ça sauve des enfants. Ça traite des enfants. Mais ça pose aussi des problèmes. D'accord ? Donc, ces problèmes, c'est un problème sociétal, c'est toute la société algérienne qui doit être impliquée. Donc, aussi bien les autorités religieuses et les autorités législatives,
parce que c'est aux autorités législatives qui peuvent modifier la loi ou qui peuvent nous aider à avoir une bonne prise en charge pour un meilleur bien-être des femmes que nous traitons. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Fouja.